Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis toujours votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Passionné, tiens, j'essaie toujours de révéler une partie de ce que je suis aussi pendant que je me présente. Passionné de séries télé, ces temps-ci. En temps de pandémie, c'est un beau passe-temps. J'écoute ce temps-ci, c'est quoi que j'ai écouté? Il y avait The Watchmen que j'ai écouté qui était écœurant. Lower Deck, qui est une série, une pastiche un peu en dessin animé de Star Trek, qui est drôle, puis qui se prend pas au sérieux. Puis Devs. Avez-vous écouté ça, Devs? Ça me dirait. Devs. Wow, ça c'est lourd. C'est toute une série. Justement, ça parle d'AI, d'intelligence artificielle, de programmation, de méga banque de données avec une réflexion un peu futuriste. Il y en a une autre aussi dans cette ligne-là qui est Westworld. Oui, Westworld, oui. Je l'ai écouté ça aussi, celle-là. Mais Devs, là, ça va loin. Là. Ça va loin. Là. Bien plus que bien des ouvrages de philo que j'ai lus. Honnêtement, là... Non, mais tu sais, des fois, c'est ça. Là, la science-fiction, ça permet, avec quelques idées, d'aller un peu plus loin que la réalité. On ne peut pas toujours l'aborder. Des fois, c'est une façon créative là, de juste tester une idée puis voir si on la pousse très loin, là, jusqu'où ça peut. Devs. Mon Dieu que c'est bon. C'est lourd un peu, mais c'est bon. Comment allez-vous? À Québec, toujours en rouge. Ça n'a pas changé, en fait. On enregistre 2 épisodes d'un coup, là, donc entre l'épisode de Debriefing Justine Dima puis le Debriefing Cécile Petitgant il y a quelques minutes à peine. Donc, il n'y a rien vraiment qui a changé. Donc, je me permets simplement de vous dire que c'est toujours en rouge à Québec, puis c'est toujours probablement hautement problématique en France. Du moins, ça l'est partout ailleurs, ça très certainement. Deux collaborateurs toujours à distance, le même format. La première, comme Céline Dion en temps de grands désastres naturels, elle sait manier le kayak. Tu comprends-tu pourquoi? Ouais. Oui, ben c'est ça. Effectivement, j'étais plus de type canot par contre, mais canot, je me demandais c'était une passion de longue date. C'est ça, une grande une prof de canot, c'est ça? Tu as donné des cours de canot? J'ai coaché du canot. Donne-nous un conseil canot. Le premier conseil que tu donnerais à tout le monde qui prend un canot, c'est quoi? De persévérer, en fait, parce que les embarcations dans lesquelles moi, ce que je coachais, en fait, c'est des embarcations excessivement versantes. OK. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu personne qui embarquait puis qui tombait pas à l'eau. Littéralement. Puis actuellement, si on veut aller plus s'étendre, la championne du monde qui est canadienne, qui est Laurence Vincent Lapointe, qui va probablement faire un tabac aux Olympiques prochainement, je pense qu'elle a passé comme 2 ans à chavirer sans cesse avant d'y arriver. Fait que je pense que là-dessus, ce serait la persévérance, puis de donner confiance, de faire confiance au sport qui, même s'il se fait pas aimer tant que ça au premier abord, on peut finir par s'en passionner. Eh bien, un grand message. C'est vrai que le sport nous fait grandir. Ne lâche pas. Tu tombes, tu te relèves. En fait, là, ici, c'est tu te trompes, tu te mouilles, puis tu réembarques. C'est ça? Exact. OK, bien bienvenue Ève. Merci d'être là aujourd'hui. Le deuxième, il n'est pas directeur régional de Google Cloud Montréal. Tu savais que David, tu savais que tu avais un homonyme, hein? Oui. Il y a une histoire drôle avec ça, c'est qu'une fois, ma copine avait proposé mon nom pour participer à un concours. Elle était dans un comité pour organiser un concours, puis il fallait que j'aille faire un talk. Puis l'autre était tout excité parce qu'il pensait que quelqu'un de Google allait venir parler. Non, ils ont été déçus d'apprendre finalement que ce n'était pas quelqu'un de Google, c'était juste un étudiant à la maîtrise en intelligence artificielle. Ah, c'est bon. Moi, sur Internet, vous chercherez, là, j'en ai quelques-uns des homonymes. Puis il y en a un qui est prof, mais il n'est pas prof, justement. Il est coach de hockey junior 3A. Puis il y a une scène spectaculaire qui est sur YouTube. C'est tout le temps mes étudiants. Si je ne le dis pas à mes étudiants, de toute façon, ils vont finir par partager la vidéo. Là. Ça s'appelle Jean-François Sénéchal pète une coche. Vous irez écouter ça. C'est un entraîneur... je le salue bien bas, là. Disons que...
c'est pas toujours rigolo d'être entraîneur au hockey, puis surtout pour un arbitre, d'avoir un coach qui ressemble à ça, c'est pas la vie qu'on souhaite à personne. Vous irez voir, là, c'est pas très joli. Il y a quand même 11 000 vues sur cette vidéo-là. T'as vu ça? Je tiens à dire. Ben, je suis allé la googler, là, puis il pète les plombs. Il y a 11 000 vues. Ça a l'air assez mémorable. Là, je ne l'ai pas écouté. Là. Je viens juste d'aller la louer. Vous irez voir ça. Là. C'est ça. Là, il fait tous les classiques. Là, il crie à l'arbitre qui est un aveugle. Fait que là, il donne ses lunettes. Il vide la poubelle sur la table, sur la patinoire. Il lance tous les hockey qu'il va trouver. C'est du beau hockey. C'est du beau hockey. Et après, on se demande des fois pourquoi on aime plus le foot. En tout cas, c'est mon cas. Bon, aujourd'hui, revenons à nos moutons électriques. Cécile Petitgand. Donc, c'était notre invité. David, tu n'étais pas là lorsqu'on l'a reçu. Donc, Cécile était très, très généreuse, très compétente. C'était une belle discussion qu'on a pu avoir avec elle. Plusieurs exemples très terrain d'application. On voit qu'elle c'est une chercheure, mais là, on voit vraiment elle a les deux mains, deux pieds sur le terrain. Donc, des applications concrètes en santé. Je me permets de les lister, du moins celles que j'ai pris en note. Des logiciels qui permettent de détecter des tumeurs dans un établissement de santé. Donc, déjà vu dans un établissement de santé, un logiciel qui détecte des tumeurs. Imagerie, donc reconnaissance de tumeurs, des logiciels qui sont capables de détecter des anomalies lorsqu'on prend des rayons X, là, des radios, des radios photos, j'ai de la misère à trouver le terme, où on voit des anomalies. Détecter les symptômes de la COVID sur les poumons. On a même mentionné ça, une application qui ne serait pas encore validée, mais ce serait possible, ce serait dans les tuyaux en ce moment, là, on essaierait de développer quelque chose de cet ordre. Des applis AI qui permettent la segmentation en cancérologie, donc segmenter les tumeurs, ou plutôt des applis qui nous aident à identifier les organes à protéger ou faire des planifications pour justement aller opérer, contourner peut-être les organes pour aller chercher une tumeur. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça se peut que je fasse erreur, là. C'est mes notes. Hein. J'ai reçu quelqu'un d'entrevue qui avait parlé de ça, qui était Kala K, qui, elle, c'était finalement comme une espèce de crayon qui permettait d'aller chercher des particules autour d'une zone qu'on pensait être cancérigène au moment de l'opération, pour que quand le chirurgien fait l'ablation de la masse, il puisse enlever le moins de tissu sain possible, puis enlever le plus de tissu malsain possible. Parce que normalement, c'est qu'il doit prendre un échantillon, ça s'en va au laboratoire, c'est testé, fait que là, lui, il est là, puis il attend, puis il essaie de faire l'autre chose. Ben là, ça peut être fait live, directement avec son petit crayon, qui est capable de savoir exactement si les particules sont cancérigènes ou non. Wow. Puis finalement, ça l'utilise en arrière des airs. C'était vraiment, vraiment intéressant. Là, je vous recommande vraiment ce podcast-là. Ça s'appelle comment? C'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas comment ça fait la technologie, ouais. mais on pourrait mettre dans la discussion. Là, finalement, c'est toujours à OpenLayer? Oui, je crois que c'est la 6e ou 5e avec Kala, K-W-A. Oui, c'est vrai. A, je crois, K-H-A. Je ne me trompe pas l'orthographe. Vraiment, vraiment intéressant là, quand on parlait de ça par rapport à ses travaux de recherche. Super, on ira écouter ça. C'est bien de rappeler l'existence de notre podcast ami, je le dis. Donc, dans les autres applications concrètes en santé, amélioration. Donc là, c'est pas, on pense pas naturellement à santé, mais en même temps, ça fait partie du système de santé. Elle parlait des applis pour améliorer les systèmes d'approvisionnement. Donc, c'est vrai que ça, pas juste en santé, l'approvisionnement, comment les AI peuvent nous aider à savoir de combien on a besoin de X, de telle chose, puis commander au bon moment, puis tout ça. C'est sûr que c'est des applications qu'on peut voir concrètement. Retranscription de consultation médicale, donc à parler de l'idée d'avoir, lors d'une rencontre entre un patient puis son médecin, que la discussion, il y a une partie de la discussion qui est écoutée, je dirais, par l'application, puis qui puisse remplir une certaine partie des champs, peut-être même faire un verbatim de ce qui se fait, prendre en note des mots-clés, ou plutôt remplir automatiquement des champs. Je pense que c'est comme ça qu'elle l'avait expliqué.
Système de santé aussi, c'est pas nécessairement santé, mais allègement des tâches administratives. Donc, pensez à n'importe quelle tâche, ça revient un peu à ce qu'on a discuté, là, des tâches administratives lourdes qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui consomment des ressources. Tout à coup, on rentre des applis qui peuvent permettre d'accroître ou de réduire plutôt la lourdeur de ces tâches-là. Autre application, l'IA au poignet. On a parlé des montres, des senseurs qui prennent toutes sortes de données de santé pour faire un meilleur suivi de santé, puis éventuellement faire des suggestions de recommandations pour améliorer notre santé. Donc ça, c'était les principales applications que j'avais en tête. Est-ce que Ève, est-ce qu'il y en a d'autres que tu avais pris en note ou je fais assez le tour? Non, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais aussi, je m'étais remémoré. Merci Ève. Sur les problèmes et enjeux, donc, elle les distinguait différemment. C'est-à-dire que lorsque j'ai abordé la question de problèmes, enjeux, obstacles, freins, elle, tout de suite, a mentionné qu'il y a plusieurs de ces freins-là qui étaient plutôt de l'ordre des pare-feux, hein, des garde-fous, des procédures là, qui sont là en place pour justement protéger l'humain, protéger le patient peut-être des conséquences les plus navrantes qui pourraient découler de l'application de ces AI-là. Donc, ce qu'elle appelle les pare-feux, les prérequis, toutes les précautions qu'on a à prendre en santé, les procédures de sécurité. Donc, tout ça, là, ça faisait partie de ce qu'elle appelait les prérequis, les garde-fous. Concernant les enjeux, les problèmes, c'est sûr que la question des biais là aussi ressortir. Donc, c'est sûr qu'on finit par parler souvent des biais, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus concrètement, aller voir c'est quoi un biais en ressources humaines au dernier épisode, c'est quoi un biais en santé. Donc là, on voit un peu à quoi ça peut ressembler. Des biais là, qui sont surtout liés, dit-elle, à la nature des données. Donc, puis elle s'est tout de suite empressée d'ajouter, donc avant même qu'on réfléchisse à la question des biais, que les biais sont déjà existants. Donc, ça revient là, dans le discours de ceux et celles qui sont sur le terrain, là. C'est pas les AI qui ont inventé les biais sont là, sont existants. Elle disait, les humains, elle dit les biais humains sont terribles. Hein? Donc, c'est sûr que les AI, ils tentent de recopier ou de plaquer leur comportement sur celui des humains. Ça se peut qu'il soit aussi terrible. Donc, on voit que c'est un lien qui est là. On en a discuté un peu au dernier épisode. Ça revient en même temps. Donc, c'est sûr que les principales craintes qui étaient mentionnées, il y avait entre autres le partage de les données personnelles, les données confidentielles, les données sensibles, les données personnelles qui sont partagées à des géants. Là, ça aussi, ça fait partie des enjeux qui sont abordés par elle d'abord, mais qui ont été abordés par plusieurs de nos intervenants. L'idée du partage des données personnelles, la différence de traitement, comment on partage des données sensibles aux GAFA de ce monde, puis comment on est prudent pour partager ou gérer des données sensibles dès lors qu'on se retrouve en santé, en recherche. Donc, cette disparité-là, là, elle est là. Pour moi, elle est de plus en plus claire. Là. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Ah, pour faire un peu de millage là-dessus aussi, il y a eu dernièrement, là, au moment qu'on enregistre ça, il y a le ministre des Finances, Fitzbon, là, au Québec, qui avait justement parlé d'ouvrir les données de la RAMQ aux compagnies pharmaceutiques, alors que c'est même pas accessible à la recherche. Il y a vraiment, ça a fait une tollée là, autour de ça. Je pense que c'est vraiment mis les pieds dans les plats avant de s'avancer par-dessus. Je pense qu'il y a une résistance académique qui s'est fait opposer à ce genre de trucs-là. Puis aussi au niveau des citoyens, que je pense qu'ils ont éprouvé beaucoup de réticence par rapport à ça. Fait que je pense qu'avant que ça se passe, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer avant qu'on ouvre nos données. Puis avec raison, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses confidentielles et sensibles dans ce type de données-là. Puis je suis pas sûr que je suis à l'aise que ces données-là soient données gratuitement à des compagnies pharmaceutiques ou même de façon monétaire. Je ne sais pas c'est quoi le juste prix de ça. J'éprouve des réticences personnelles.
Et surtout quand on sait à quel point ça fait longtemps que les gens en recherche se plaignent, se font opposer un veto de tellement puissant de la part de la RAMQ parce que c'est de données trop confidentielles. Puis là, bim bam, on parle de mine d'or, puis Puis on va ouvrir ça demain, puis pas de préparation, puis il tombe ça dans un... En tout cas, je pense que c'était très maladroit de sa part, à mon avis, là, tu tombes ça juste ça comme ça, mais je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir sur l'ouverture de ce type de données-là. Puis je pense qu'on va en parler pour le reste du podcast au complet à peu près, là, de l'épisode. Mais c'est ça que c'est là, donc le partage, qui a accès à ces données, puis à quelles conditions. C'est sûr qu'il y a une disparité, là. C'est la question que tu soulèves, David, elle rend ça encore plus évident. Pour la recherche, nous autres aussi, on le sait qu'il y a une manne là. Donne-nous les données en santé, la recherche en santé. Si on pouvait avoir accès à ça, c'est sûr que c'est une manne d'or pour nous aussi. Mais les contraintes qu'on nous demande, les restrictions sont importantes. Les comités d'éthique passent là-dessus. Puis là, tout à coup, les GAFA puis les autres, on pourrait donner quasiment accès gratuitement à tout ça. À quelles conditions? Non, vous avez raison, là, c'est là, c'est au cœur de... Tout le monde le sait que c'est une manne, tout le monde aimerait ça y avoir accès. Les contraintes, faut au moins, peu importe les contraintes, il faut au moins qu'elles soient justement réparties ou équitablement respectées. Là. Ouais, puis pour reprendre les mots de Pierre-Luc Desilles, directeur de Ève, là, que justement il a passé dernièrement à, je ne me rappelle pas, c'est quoi les consultations publiques, je crois? Oui, sur le projet de loi 64, c'était les audiences. C'est quoi exact, sur les audiences. C'est quoi le projet de loi? Est-ce que tu en as idée? Ouais, tu en parles un petit peu en premier? Parce que moi... Pas le décrire, là, mais juste donner très, très généralement, là, c'est quoi? Là? En fait, c'est la loi sur les deux lois québécoises sur la protection des renseignements personnels, la loi dans le secteur public, la loi dans le secteur privé, encadre la protection des renseignements personnels. Puis là, j'ai l'air d'une sombre idiote, mais je sais pas si le projet de loi 64 vise... Il me semble que le projet de loi 64 vise seulement à modifier la loi dans le secteur privé. Puis c'est d'amener la loi de protection des renseignements personnels à un niveau plus contemporain, en fait. C'est d'un peu revenir équivaloir ce qui se passe en Europe avec le Règlement général de protection des données. C'est de moderniser nos lois de protection des renseignements personnels. Fait que c'est un projet de loi qui amende les lois québécoises. C'est modernisé, puis la bougie d'allumage, c'est les méga-banques de données, c'est les haies, c'est quoi? Franchement, j'aurais tendance à dire que la bougie d'allumage, c'est le fait que le RGPD pourrait avoir l'impression... si la protection que le Québec offre aux renseignements personnels n'est pas suffisante aux yeux de l'Europe pourrait mettre un frein au partage de données. Fait que je pense que c'est vraiment ça l'impulsion. On peut se dire que oui, ce sont... pour l'instant, l'Europe a reconnu que c'était des protections relativement équivalentes. Okay. Mais l'idée de l'Europe, c'est d'un peu de faire figure de leader puis d'amener les autres États à suivre la vague pour préconiser une vision. L'Union européenne veut avoir une intelligence artificielle digne de confiance, se veut un leader en matière de l'intelligence artificielle, la technologie qui a des valeurs. Il veut imposer ses propres valeurs, ou du moins promouvoir ses propres valeurs, puis que les autres y adhèrent, puis avec certaines mesures du genre celle qu'on va freiner la libre circulation des données si vos protections ne sont pas suffisantes. J'aurais tendance à dire que c'est un élément qui pèse lourd dans la balance. Très intéressant. Peut-être on parle de données sensibles. David, à quoi ça ressemble concrètement? Là, c'est quoi une donnée sensible pour quelqu'un comme toi, tes pairs, là, quand vous mettez les mains là-dedans, là, c'est quoi pour vous autres une donnée sensible? C'est sûr que les données en santé sont automatiquement des données, sont souvent des données sensibles parce que ça relève quand même d'un caractère qui est souvent pas diffusé publiquement. Mettons, par rapport à, on va regarder les types de données. Tu as les données que tu peux donner sur Facebook, les données, des trucs comme ça que souvent on va gratuitement ou de base volontaire publier cette information-là, mon âge, ma date de naissance, ma relation. C'est des données que pour les gens, il y a moins d'intérêt, mais des données sensibles en santé, ça fait plus
référence à mettons, mon état de santé, que j'ai peut-être pas envie que tout le monde sache mon état de santé, que ce soit santé mentale, santé physique, parce que peut-être qu'il y a un employeur qui pourrait voir cette information-là sur ma santé mentale, décider de pas m'engager parce que je pourrais tomber à tout moment, selon son interprétation, en burn-out, puis ne pas être disponible pour travailler, puis me coûter de l'argent, etc. Ben oui. Fait que je pense que ça ramène beaucoup à la comme au préjudice potentiel que ces données-là peuvent octroyer, tandis que ma date de naissance, je sais pas qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec ça, à part peut-être essayer de voler mon identité, mais qu'importe. C'est pas pire, ça, comme... C'est quand même pas pire aussi, mais il manque beaucoup d'informations avant ça, tandis que les données en santé, il y a beaucoup d'informations très personnelles que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie. Les médicaments que je prends, pourquoi je les prends, des photos, des radiographies, j'imagine qu'ils sont dans le dossier de santé. Exactement. Ou c'est personnel, ça, quand tu es capable de faire des photos des os. Là. Ben, tu sais, ou peut-être, je sais pas, par exemple, que moi, je perds des cheveux, puis pour moi, ça atteint beaucoup ma masculinité, puis mon estime personnelle, puis je me fais une opération, mais je veux pas que les autres le sachent. Ben, j'ai peut-être pas envie que ces données-là se diffusent sur Internet parce que ça peut être une atteinte à ma vision de moi-même et mon estime de moi. Fait que je pense que c'est des données qui ont beaucoup d'impact sur notre perception dans la société ou l'image qu'on veut projeter, puis comment on est comme individu. Que c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont très sensibles selon ma perception. Là. Puis comment on s'y prend pour protéger ces données-là, généralement? J'ai vraiment pas d'expertise là-dedans. Ce que j'en comprends, c'est souvent c'est des techniques d'anonymisation. Souvent, ça va être sur des serveurs qui ne sont pas accessibles à Internet pour ne pas pouvoir être exploités par des personnes. Mais les techniques utilisées pour les rendre moins sensibles, malheureusement, je ne les connais pas. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec ce type de données-là parce que je n'ai pas de projet qui ont travaillé avec ça. Mais je sais qu'il va y avoir des techniques qui existent pour rendre ces données-là plus abstraites. Puis souvent, on va être beaucoup plus limité aussi dans qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'intelligence artificielle sur ces données-là à cause de ces raisons-là là, pour les rendre plus sensibles, moins sensibles plutôt, puis les types de données avec lesquels on travaille. Vas-y, Ève. Mais c'est excessivement contextuel aussi, la sensibilité d'un renseignement. Hein? Tout à l'heure, tu disais la date de naissance, c'est pas sensible. A priori, effectivement, bon, je suis pas si inquiète que ma date de naissance soit divulguée toute seule, mais quand tu viens la croiser avec autre chose, ben, ça peut devenir beaucoup plus problématique. C'est ça, là. Puis, tu sais, il y a des auteurs en matière de vie privée qui théorisent la vie privée en fonction du contexte, c'est-à-dire qu'il y a tu peux pas qualifier un renseignement de sensible ou de non sensible ou un flux de diffusion de renseignements, de problématiques, de breach, qui va à l'encontre de la vie privée en fonction, tu sais, dans un vase clos, il faut que tu le regardes dans le contexte. Puis je pense que c'est super important. Par exemple, moi, si je serais peut-être prête, puis je sais pas là, la réflexion, je la pose, là, mais il y a des données que je serais bien prête à divulguer à mon médecin, à un chercheur. Tu sais, je pourrais donner toutes mes données si ça permettait de sauver la vie de plein de gens. Puis en contrepartie, je serais beaucoup moins à l'aise de donner ces mêmes données-là à Facebook pour qu'ils me prédisent, qu'ils me fassent un petit algorithme qui me profile puis qui me vende de la publicité ciblée. Ou à une compagnie d'assurance. Ou à une compagnie d'assurance. Ouais. Donc, c'est là aussi où il faut réfléchir au contexte quand tu définis la notion de renseignement sensible. C'est pas autant je pense que tu apportes vraiment un ajout important. Puis, tu sais, pour faire du bon là-dessus, il y a eu les données là, qu'on a déjà discuté, Netflix, qui a été utilisé avec des données médicales puis qui a permis d'arriver avec vraiment d'identifier des personnes à travers ça. Fait que oui, je pense que quand tu la contextualises effectivement, la donnée, elle peut devenir sensible. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est l'exemple que tu l'avais déjà donné. Peut-être le réexpliquer, David. Il y en a toujours que c'est le premier épisode qui écoute. Là, donc, Netflix, c'est Fred qui l'avait expliqué? Non, c'est Ève qui l'avait donné, me semble. C'est Ève qui l'avait expliqué. Puis je pense qu'on est... Ouais. Vas-y. Je pense qu'on on l'a utilisé plusieurs fois. Ouais, on l'a déjà utilisé, mais je suis pas sûre qu'on est clair sur ce qui est exactement. Parce que moi, Netflix, c'est pas la même question que les données médicales. Netflix, ils ont utilisé juste, puis peut-être qu'il y a des études dont je connais pas, là, mais dans ma tête, Netflix, ils ont regardé les statistiques de visionnement plus les rankings faits sur IMDb, puis ils ont été capables de réidentifier les personnes à qui les comptes appartenaient. OK. Moi, c'était avec Netflix et des données médicales. Ils ont réussi à trouver des données médicales d'identifier un sénateur et de faire du leverage. C'était pas ça, là? Mais c'est parce qu'on en parle tout le temps, puis je pense qu'on en parle souvent ensemble, mais on parle toujours les deux exemples back-à-back, mais le sénateur,
c'est une étudiante à ce moment-là, en fait. C'est un sénateur qui sort dans les médias qui dit on va tout diffuser les données médicaux, on va numériser puis diffuser les données médicaux. Mais inquiétez-vous pas, c'est anonyme. Soyez pas inquiets, c'est anonyme. Puis là, l'étudiante en question, elle qui travaille sur les questions de d'identification, réidentification, elle fait ah ouais, bon, tu me mets au défi, tu me dis que c'est complètement anonyme. Mm-hmm. Check-moi bien aller. Puis là, elle réalise qu'avec 3 points de données, la date de naissance, le code postal, puis le genre, tu es capable de réidentifier une très forte proportion des gens. Fait que là, elle regarde les gens qui avaient le même code postal, la même date de naissance, il n'y en avait qu'un seul, c'était le sénateur. Puis, tu sais, elle a fait un coup de pub. Là. Je sais pas si elle n'est pas allée lui porter ou faire livrer l'ensemble de son dossier médical qui était pseudonymisé. Puis là, c'est une différence que je pense qui est super importante à faire. Tu sais, tout à l'heure, tu disais les techniques d'anonymisation, puis c'est effectivement comme ça qu'on les appelle tout le temps, mais je crois que c'est fautif comme terme d'utiliser technique d'anonymisation parce c'est que jamais anonyme, c'est ça, là. C'est ça, c'est la capacité c'est le point de ne jamais être capable de réidentifier. Puis, ben, c'est une course folle. À chaque fois que quelqu'un dit, ouais, mais mes données sont parfaitement anonymisées, il y a un autre qui est comme, hey, ouais, watch-moi. Not anymore. C'est ça, puis qui va le réidentifier. Fait que ça si on arrêtait. De cybersécurité, là. C'est ça, si on arrêtait de parler d'anonymisation, puis on disait juste, ben, tu sais, on dépersonnalise d'une manière qui est suffisante pour ne pas poser de risque raisonnable, ce serait probablement plus honnête. Puis, effectivement. C'est une bonne nuance. Ben, c'est intéressant, oui. On y reviendra peut-être un peu, Ève. C'est un sujet que tu connais bien, évidemment. Je m'intéressais aussi, David, techniquement, est-ce que c'est... comment tu imagines une façon de protéger encore plus... si on n'est pas capable de les anonymiser, comment on fait pour protéger... pour éviter, parce qu'à la fin, on protège ces données sensibles-là pour une raison, là, éviter de faire du tort, éviter de nuire à la réputation, éviter de commettre des torts, des dommages. Comment on peut faire pour gérer ces données-là, peu importe là, comment on appelle le processus, là, que ce soit les rendre plus confidentiels, les anonymiser quand ça anonymise pas. Comment on fait pour protéger ces données-là, pour éviter à la fin que ça... Je pense que c'est éviter que ça nuire. Là. En santé, là, c'est le serment d'Hippocrate. Là. D'abord, ne pas nuire. Là. Donc, comment on fait pour gérer ces données-là, pour d'abord, avant toute chose, avant même que ça aide les patients, là, comment ne pas leur nuire? Bien, je pense que la question avec tout ce qui est les données, etc., c'est qui les utilise puis à qui elles sont accessibles. Puis est-ce qu'une personne malveillante pourrait accéder à ces données-là aussi? Puis qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ces données-là? C'est sûr que si les données sont prises, c'est un chercheur qui met ça, ou peu importe une compagnie, puis c'est sur un laptop, le laptop se fait voler, ben, les données sont rendues disponibles à quelqu'un que peut-être qu'on ne voudrait pas que ce soit disponible. Il y a plusieurs méthodes, là, si on veut, pour ne pas rendre les données accessibles. Là, les méthodes classiques, par exemple, Revenu Québec. Finalement, les ordinateurs qui possèdent les données n'ont pas accès à Internet. Donc, physiquement, pour accéder à ces données-là, tu dois te connecter sur un seul ordinateur. Stat Canada, c'est la même méthode aussi. Tu dois te connecter à cet ordinateur-là. Chaque personne qui se connecte, on sait qui a accès à ces données-là. Puis ces données ne sont pas disponibles, si on veut, in the wild, dans la nature. C'est quand les données sont rendues publiques et accessibles à tout le monde que c'est là que la protection de l'information à qui les données appartiennent devient comme un enjeu, je pense. Et l'autre, le reste, c'est plus un enjeu de cybersécurité, c'est de savoir si, par exemple, les données peuvent être extraites d'une entreprise, que ce soit par l'extérieur, par l'intérieur. Puis ça, je pense que c'est un autre concern qui n'est pas vraiment l'objectif ici. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus dans un contexte quand les données sont publiques. Quand les données sont publiques, je pense que c'était ça, là, puis ça rejoint ce que disait Ève. Là. Quand les données sont publiques avec plusieurs jeux de données publics, si les jeux de données sont différents, c'est toutes des données sensibles, mais c'est pas exactement les mêmes. Il y en a un qui donne la date, il y en a un autre qui donne le code postal, l'autre qui donne le dossier médical. Chacun seront un peu confidentialisés à leur manière, mais avec les AI, quand tu as accès à toutes ces banques de données-là en même temps, ben, tu fais des recoupements, puis c'est plus facile de
retrouver facilement l'identité, puis après ça, à rebours, telle identité, mais c'est telle identité qui a tel dossier médical, telle adresse, tel numéro de téléphone, telle adresse courriel, tel mot de passe. C'est ça. Là. Donc, avec ces différents jeux de données-là, à la fin, c'est des données publiques, puis on est capable de retracer l'identité. Là, c'est ce que je comprends. Oui, exactement, là, comme elle l'a soulevé là, comme exemple. Là. Il y a Cécile qui parlait de... Vas-y, Eve. Mais je ferais juste remettre un petit peu d'accent sur la question de la cybersécurité. Là. Je pense que c'est vraiment le nœud du problème parce que j'avais fait une étude révisé une étude à un moment où c'était dans le cadre de la numérisation des dossiers médicaux, toutes les plaintes à la Commission d'accès à l'information, genre en Ontario ou dans le reste du Canada, sur les breaches de données, les breaches de vie privée, puis c'était quasi universellement des erreurs humaines. C'était genre Madame Sanson qui est infirmière, qui voulait connaître le background médical de son nouveau gendre, puis qui pouvait aller dans la base de données hyper loin. Ben oui. Fait que, si tu fais juste narrower puis dire, OK, Madame Sanson, vous avez juste le droit de consulter les données, 10 dossiers médicaux, puis c'est ce qu'on estime être le bon nombre pour occuper vos fonctions actuellement. Vous ne pourrez pas en voir plus. C'est vraiment des mesures de cybersécurité, ou du moins pas si spectaculaires que ça, là, qui sont plus importantes. C'est vraiment les erreurs humaines qu'il faut regarder plutôt que les scénarios de science-fiction très, très intenses, je crois. Mais en même temps, David, il y avait Cécile parlait d'apprentissage d'AI décentralisé. Ça dit quoi, ça? Ou... Moi, j'ai mimé que, moi, ça me rappelait un peu ce que Després nous avait dit, M. Després, au début dans nos premiers épisodes. Mais c'est quoi exactement? As-tu une idée? C'est quoi ça? Pour protéger la confidentialité, d'avoir de... Je suis vraiment pas familier avec le concept. Je suis allé lire un petit peu, puis je suis pas sûr que je comprends plus le concept non plus. Ce que je crois comprendre, c'est de détacher les modèles des données, puis ça me semble s'approcher un peu à la technologie blockchain, là. Je ne sais pas si c'est juste que quelqu'un qui a... Dans ce que j'ai lu, là, je ne sais pas la validité de l'article que j'ai lu non plus. J'ai de la difficulté à trouver quand même le terme. Je ne sais pas si les keywords que j'utilise ne sont pas nécessairement bons, mais il semble un peu vouloir avoir une approche un peu que la personne qui va faire le calcul et la personne qui possède les données ne seront pas nécessairement la même personne, puis qu'on s'intéresserait plutôt à ne pas partager cette information-là entre les deux, d'avoir un modèle qui se fait juste donner finalement peut-être des valeurs numériques qui n'ont pas de sens nécessairement au sens des données. Par exemple, cette donnée-là, dont je ne sais pas, le sexe est déjà rendu 0,1, 0,1. Je ne te dis pas c'est quelle catégorie, je ne te dis pas vraiment à quoi ça ressemble les données, tu n'as pas la possibilité de les voir. Puis je te demande juste de faire un calcul, là, le calcul peu importe pour optimiser le réseau. Puis c'est une autre personne qui le fait. Puis après ça, à la fin, je te dis le résultat. Ce que j'ai déjà entendu parler, que ça se fait, là, que finalement, tu ne vois jamais le donner, tu sais juste qu'il y a comme une abstraction, une couche d'abstraction par-dessus. Je ne sais pas si c'est ça qu'on parle ici, mais ça me semble être qu'est-ce qui est le plus proche de qu'est-ce que... En tout cas, la prochaine fois qu'on attrape un expert qui nous mentionne apprentissage d'AI décentralisé, on va essayer de le cuisiner un peu là, pour voir comment on peut vulgariser tout ça. Là. En tout cas, pour moi, t'en parles, puis c'est pas... c'est sûr, je suis pas programmeur non plus, là, mais... c'est pas plus clair pour moi non plus. Bon, c'est intéressant. En tout cas, ça montre aussi les limites. Là, on progresse, là, mais on va voir où ça mène tout ça. Puis, Eve, je voulais t'en parler aussi. L'idée même de protéger la confidentialité, je pense que c'est un peu ça, là, les travaux que tu fais avec Pierre-Luc, là, c'est l'idée de lâcher un peu ce terme-là de données confidentielles ou présumer qu'elles ne sont jamais confidentielles. Comment tu le résumerais à nouveau, tout ça? Là? Confidentiel, c'est pas quelque chose, c'est pas un terme qui me stresse bien, là. Je sais pas exactement. Certainement, l'un des gros points qu'on défendait, puis c'est le cheval de bataille de Pierre-Luc depuis un certain temps, c'est de dire que tout renseignement qui concerne une personne, c'est un renseignement personnel. Peu importe qu'à priori, qu'à première vue, on n'ait pas l'impression que ce soit sensible, confidentiel, quoi que ce soit, c'est un renseignement personnel. Il doit faire l'objet de protection en regard de la loi. Puis d'ailleurs, je me permets
4 secondes. Tout à l'heure, j'avais l'air d'une sombre idiote. J'ai fait mes recherches, hein, comme nous invite à le faire plein de charmantes personnes sur les réseaux sociaux. C'est sur les deux. Le projet de loi 64 porte sur la loi sur la protection dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc, c'est ça. La grosse question, en fait, c'est de savoir... C'est d'arrêter de dire qu'il existe 2 catégories de renseignements. Des renseignements personnels, des renseignements non personnels. Tout ce qui porte sur un individu, qu'il soit identificatoire ou non, ça devrait être considéré comme un renseignement personnel, puis devrait être protégé. Puis évidemment, dans le contexte de la santé, ben, tout ça est décuplé parce que c'est d'autant plus sensible. Bien résumé, je pense que c'est intéressant ces notions-là, là, voir là, comment la question de données personnelles, données confidentielles, comment on peut progresser avec tout ça, là, redéfinir, voir comment le cadre normatif peut s'ajuster à cette nouvelle réalité-là. Dans l'entrevue avec Cécile, à la toute fin, j'abordais là, les pistes de solutions. Donc, les pistes de solutions identifiées par Cécile, c'était l'idée d'avoir un cadre de gouvernance. Je pense qu'elle travaille beaucoup là-dessus. Un cadre de gouvernance qui est plus explicite, qui est plus efficace, qui est plus explicite aussi dans les institutions. Créer des alliances, ça revenait souvent. Créer une alliance entre le professionnel qui décide et l'AI qui donne conseil, peut-être. Mais à la fin, là, on l'a, notre agent imputable. C'est celui qui décide. C'est un humain. Dans le cas ici, c'est un médecin. Puis l'AI est un conseiller. Mais à la fin, s'il y a une erreur, c'est le médecin qui a pris la décision, avec le conseil de l'AI peut-être, mais c'est lui qui prend la décision. Y compris peut-être la décision de ne pas tenir compte du conseil de l'AI. Fournir aux acteurs des outils de gestion, des contrôles, c'est là qu'elle parlait de ses pare-feux, ses garde-fous. Créer des procédures de contrôle, entente de confidentialité, éducation, formation. Donc ça revient encore dans les invités. Puis tiens, là ça me tente peut-être, il reste quoi? 5 minutes que je vous avais promis, là, si on voulait finir dans les temps. C'est l'idée d'éducation puis de formation. Là. C'est-à-dire que ça revient souvent comme solution aux applications technologiques en intelligence artificielle. Mais l'éducation, la formation, là, j'en fais. Là. C'est-à-dire qu'éduquer, j'en conviens, mais éduquer comment, quoi enseigner, c'est quoi le contenu? C'est quoi la façon? On veut former en AI pour se sensibiliser aux enjeux éthiques, peut-être, mais c'est quoi les contenus qui sont pertinents? Pour moi, là, c'est plus de l'ordre de la réflexion là, que je vous partage. C'est une question en soi. Là. Moi, je donne des cours d'éthique à des ingénieurs, là, pas en intelligence professionnelle, pas en intelligence artificielle, c'est vrai que leur achève. Pas en intelligence artificielle, mais sur la profession en sciences et génie. Puis la question de les former en éthique, c'en est un problème. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Qu'est-ce qu'on leur dit? Dès lors qu'on décide d'enseigner sur ces sujets-là, il y a toujours un ingénieur quelque part qui dit t'es qui, de quel droit, quel contenu qu'on tente de m'imposer. Il y a cette dimension-là. Là. Donc la formation, l'éducation, la sensibilisation... Ben, j'en conviens là, quand on parle des enjeux éthiques, mais le vrai problème, c'est pas. Moi, je le vois plus comme un problème aussi à approfondir, là, de dire qu'on va juste mieux former, mieux éduquer ou plus éduquer. C'est pas une solution. Il faut savoir c'est quoi l'éducation, puis c'est quoi la sensibilisation, c'est quoi le contenu qu'on va leur donner via l'éducation. Bon, voilà, c'était ma réflexion. Je vais continuer là-dessus, parce que je tiens juste à dire, il y a une formation, en tout cas, c'est une autre critique encore, je pense un petit peu à l'université, mais il y a une formation maîtrise professionnelle en IA et il n'y a pas de cours en éthique. C'est jamais abordé. Puis, la plupart, ce sont des gens qui arrivent un peu partout. Il y en a qui viennent des génies, fait que ça se peut qu'il y ait un cours en éthique, il y en a qui viennent d'informatique, il y en a plein de secteurs, fait que l'éthique n'est pas abordée, puis ce sont des experts qui vont implémenter des solutions sur le marché. C'est ça leur mandat plus tard, techniquement. La piste de solution, ce serait des éduquer. Donc, oui, ce serait la première piste. Ce que je veux dire, c'est alarmant que même ces gens... Fait c'est difficile de demander à la population d'être éduquée là-dessus quand les experts ne le sont même pas eux-mêmes. Je pense que c'est juste ça que j'essaie d'highlighter qui n'était pas clair. Moi, je trouve ça très alarmant. Moi-même, dans ma formation, j'ai pas eu ça. Puis je trouve ça peut-être un petit peu alarmant.
pour faire un petit pont avec C'est vrai que ce serait le premier pas. En tout cas, donner un cours formé, mais pour moi, là, tu le vois dans ma réflexion, là, ce ne serait pas complet. Là. C'est-à-dire que oui, vous donnez un cours d'éthique en intelligence artificielle à la maîtrise, mais on met quoi dedans? Là? Ben, moi, si je peux je peux répondre. Non, je peux pas répondre, certainement. C'est pas, j'en fais pas des algorithmes, mais je peux voir quand même les lacunes de ma propre formation puis les questions où moi, j'ai cruellement senti que j'aurais eu besoin d'une meilleure formation éthique. Puis, en fait, c'est quand les questions d'application de traçage sont survenues, je pense que j'avais pas un schème de valeur suffisamment bien ancré sur lequel je pouvais m'appuyer pour cette situation qui était plus ou moins inédite, qui me créait un malaise et j'étais pas capable de me positionner. Donc, avoir eu un cours dans lequel j'aurais eu l'opportunité de creuser, de s'intéresser aux diverses valeurs. Alors, c'est quoi la vie privée? Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça a comme objectif? Au contraire, la sécurité, est-ce que je valorise plus la sécurité? Est-ce que je valorise moins la sécurité? Juste un lieu où les programmeurs pourraient se parler de ces enjeux-là de fond. Je pense que ça pourrait être intéressant. Tu sais, eux, c'est quoi leur set de valeurs? C'est quoi leur priorité? Puis pas juste en termes d'IA, je pense même en termes développeurs tout court, parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont, en dehors de l'IA, qui vont développer des solutions qui ont un impact sur la vie des gens, puis qui n'ont pas du tout ces considérations-là. Tu sais. En dehors de l'intelligence artificielle, je pense que tout développeur devrait se poser ces questions-là pour des choix. Dieselgate, c'est un exemple des développeurs qui ont mis en place des solutions informatiques qui ont un impact sur l'ensemble là, de toute la compagnie. Puis, il n'y a pas personne qui s'est... En tout cas, j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas personne qui s'est rendu compte de tout ça, sauf à la fin, quand tout est tombé. Tu sais. Il y a peut-être des moments où est-ce que ces questions-là devraient se rattacher aux valeurs, justement, là, comme tu mentionnes. Là, courez auprès de vos doyens et vice-doyens, là, puis ceux qui sont responsables des programmes, puis demandez des contenus, au moins un lieu de... Moi, je le vois plus comme ça, là, surtout à la maîtrise, c'est un lieu de réflexion. Tu prends des programmeurs ou des futurs juristes, t'es assois, puis tu dis, bon, OK, on va aller un peu plus loin. Pas un peu plus loin, mais on va regarder un peu de côté notre champ avec un angle plus éthique, se questionner sur les valeurs, les enjeux, les problèmes. Est-ce qu'on peut les voir à l'avance? Est-ce qu'on peut les résoudre? Quels sont les enjeux sociaux là, qui sont sous-jacents. Puis à la limite, un prof pour les aider, suggérer des textes, les aider à approfondir ou pour l'aider, les réflexions, les discussions, mais c'est sûr que ça prend ce lieu-là. Si ce n'est pas dans le cadre d'un cours, ça prend au moins... un podcast, c'en est un, là, on le fait ensemble, mais dans un contexte universitaire, ça me semble être une bonne première piste de solution. D'abord éduquer, puis ensuite, on se reverra, puis je vous consulterai pour déterminer le contenu de tout ça. Là, on fera ça ensemble. On produira un cours ensemble. Là, on va proposer ça au programme de maîtrise en intelligence artificielle. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Mais pour vous qui nous écoutez, ça ne veut rien dire, mais ça fait déjà 2 heures qu'on enregistre. Donc, je vais mettre fin à tout ça. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. C'était très généreux. Je vois même que mon cellulaire là, va manquer bientôt de batterie. Donc, c'est l'heure que je mette fin à tout ça. Là. Merci d'avoir été là. Merci, David. C'est très généreux encore. Merci, David. Merci à vous autres. Merci, Ève, d'être là encore avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, donc, d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal en compagnie d'Ève Gaumont, David Beauchemin. Et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve encore une fois, ou peut-être, de moutons électriques. Allez, bye bye!